bien, je vais commencer par une introduction, à la fois à la rentrée, introduction pour la nouvelle commission et peut-être au-delà. Et tout d'abord, en rappelant que Montesquieu, alors je vous rappelle, Montesquieu, c'est un peu le Michel Barnier du XVIIIe siècle. Alors pourquoi Michel Barnier? Parce que Montesquieu était plutôt un pacifique, un homme de réflexion, de négociation, ce n'était pas un tribun, et c'est un homme qui acceptait son sort. Alors, il faut dire que son sort n'était pas triste. Montesquieu est un aristocrate. Plus clairement, son nom l'indique, c'est Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu. Et il a passé une partie de sa vie dans son château, à côté de Bordeaux, et notamment dans son immense bibliothèque, où on retrouve beaucoup de livres. Montesquieu a aussi bénéficié d'une charge de président à Mortier que lui avait légué son oncle, donc il était président au Parlement de Bordeaux. Puis, après avoir rempli sa charge pendant quelque temps, il a démissionné pour se consacrer à son œuvre. Et son œuvre a consisté notamment à beaucoup voyager. Et l'habitude de Montesquieu, lorsqu'il découvrait une ville, c'était d'escalader la plus haute tour de cette ville qu'il ne connaissait pas pour la découvrir de haut et de loin, pour avoir une vision globale en quelque sorte de ce qu'il allait découvrir. Et c'est ça que je voudrais retenir aujourd'hui, c'est il faut escalader pour dominer les réalités du quotidien. Bien sûr, on va en parler, mais ce qui est important, c'est de voir effectivement loin. Voir loin, c'est voir au-delà de l'actualité, c'est voir même au-delà de l'horizon de la prochaine commission, qui va durer 5 ans, pour savoir où l'Europe va aller, où elle souhaite aller. Donc, première chose, escalader pour voir loin. Montesquieu aussi a l'habitude de voir vite, juste et loin. Vous voyez, en très peu de mots, finalement, il définit ce... Excusez-moi. Oui, Françoise? Bonjour. Tu nous rejoins? Bon, alors, d'accord. Alors, à tout de suite, hein, on se retrouve. Bon, donc, voilà, l'appel que j'avais lancé en vous disant, c'est la famille qui irait, hein, Pierre et François. Bon, donc, voilà ce que Montesquieu peut nous enseigner aujourd'hui. Alors, si Montesquieu est le Barnier du XVIIIe siècle, j'avais dit aussi que euh, Mélenchon était le Voltaire du XVIIIe siècle, hein, parce qu'il aboie beaucoup et il mordit quelquefois. À quoi certains avaient répondu, je me souviens Guy, que je faisais beaucoup de crédit à Mélenchon. Ce n'était pas mon objectif, hein. C'était simplement de faire des rapprochements historiques. Si on reste dans le domaine politique, ce qui distingue un homme d'État d'un homme politique, c'est l'horizon qu'il vise. Un homme d'État a pour horizon les prochaines générations. Un homme politique, c'est les prochaines élections. Et on voit aujourd'hui, à l'Assemblée nationale française, une sacrée différence. Regardez, on n'est pas capable de constituer une coalition, comme le fait la majorité au Parlement européen. On va en parler dans un instant. Comme le font les Allemands au Bundestag, ou les Italiens. On ne réussit pas à constituer une coalition, et ce depuis 2022. Et pourquoi? Notamment plus récemment, c'est parce que l'horizon de nos députés, eh bien, c'est au mieux les présidentielles de 2027,
Alors, il ne faut pas que le soutien de l'intérêt national aujourd'hui compromette les chances individuelles pour 2027. Ou bien, pour d'autres, ce sont les prochaines législatives. Quand? Peut-être dans un an, c'est-à-dire lorsque le délai qui suit une dissolution sera écoulé pour permettre une nouvelle dissolution. Donc, on voit bien que nous avons à l'Assemblée nationale, selon la définition que je viens de donner, beaucoup plus d'hommes politiques que d'hommes d'État. Ceci étant, ce n'est pas pour le plaisir d'envoyer des pics, mais c'est pour inciter les électeurs que nous sommes à faire les bons choix lorsqu'on doit choisir des candidats. Et que le système électoral en vigueur permet de le faire, ce qui est le cas du système uninominal à 2 tours aujourd'hui. Si jamais on passait à la proportionnelle, ce serait plus le cas, puisqu'on aurait à choisir des listes dont la hiérarchie serait établie par des partis politiques. Donc, on ne choisirait plus nominativement un représentant, mais on devrait adhérer à des choix exercés par des partis politiques. Et là, la question se déplace. Est-ce que ces partis politiques sont dirigés par des hommes d'État ou simplement par des politiciens professionnels, quand ils sont professionnels? Ce que l'actualité, disons, nous permet de nous interroger quand un ministre de l'économie fait du racisme anti-rassemblement national, dont la survie du gouvernement dépend. Je pense même que le sens politique fait défaut. Le Premier ministre pense la même chose d'ailleurs. Donc, je viens d'illustrer la différence entre les hommes politiques et les hommes d'État. C'est l'horizon dans lequel ils inscrivent leurs choix et leurs propositions. Alors, quelle est la conclusion pour nous? Eh bien, nous devons avoir, concernant l'Europe, pour horizon, un horizon lointain, pour justement choisir l'Europe dans laquelle vivront nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça qui doit être l'horizon qui doit nous guider. Alors, lorsqu'on dit ça, eh bien, on est en train de définir, sans le savoir ou sans le vouloir, un nouveau sacré. Alors, qu'est-ce que le sacré? Le sacré, dit par exemple Luc Ferry, c'est l'origine du sacrilège. C'est ce qui permet de savoir s'il y a un sacrilège, si on porte atteinte au sacré, ou bien ce qui inspire un sacrifice. Et si on regarde l'histoire, quels ont été les sacrés dans le cadre de l'Europe, de la civilisation européenne, eh bien, on a connu bien sûr Dieu, peut-être au pluriel d'ailleurs, mais Dieu pendant longtemps. Ça a été aussi, plus récemment, il y a quelques siècles, la nation. Et nous avons bien vu au XXe siècle que des Français se sont sacrifiés pour la France, pour la nation, lors de la Première Guerre mondiale, voire de la Seconde. Hein? La nation a été un sacré pour certains. Et ensuite, ce fut la Révolution. Là, je parle pour l'Europe de l'Ouest, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, et le moment où le communisme a dominé la vie politique. Alors le communisme, le Parti communiste en France, hein, qui est monté à plus de 25% dans les élections, le communisme bien sûr en URSS et puis en Chine, puis dans d'autres pays, mais essentiellement dans ces deux pays-là, eh bien voilà ce qui constituait le sacré, c'est-à-dire les croyances communes pour les populations, notamment européennes. Et puis nous sommes arrivés aujourd'hui où le sacré est quasiment disparu.
Alors certains disent c'est bien, comme il n'y a plus de sacré, on n'est plus contraint par des croyances transcendantales, euh, on est libre, c'est vrai, on est libre, mais comme un taxi est libre, c'est-à-dire qu'il est vide. La société, l'idée commune, elle est vide de sens. C'est bien ce qui nous manque le plus. Et ceci a été analysé, par exemple, par Max Weber dans un livre qui s'appelle Le désenchantement du monde. Et puis, Marcel Gauchet, qui devait manquer d'imagination, a écrit un livre qui porte le même titre, mais qui est beaucoup plus récent. Ceci étant, et il analyse à peu près la même chose, c'est comment nos sociétés sont passées d'une croyance qui inspirait à la fois les vies individuelles et les vies collectives à une sécularisation des croyances. La République, finalement, c'est les 10 commandements, moins la transcendance. Mais en fait, les valeurs de la République étaient très proches des valeurs chrétiennes. Jusqu'au moment où, il y a une trentaine d'années, eh bien, on a commencé la déchristianisation, c'est-à-dire les nouvelles valeurs, ce n'étaient pas les anciennes, moins la transcendance, moins Dieu, c'était tout simplement une prise de liberté par rapport aux croyances antérieures, d'où le mariage homosexuel, enfin le mariage pour tous, d'où l'acceptation de l'avortement, etc. Bon, voilà ce qui illustre en quelque sorte la mise à distance des valeurs communes d'autrefois. Alors, l'autre caractéristique de cette évolution, c'est que autrefois le holisme, c'est-à-dire l'intérêt commun, l'emportait sur les intérêts particuliers, et aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous sommes dans une société que les sociologues appellent TPMG. Et TPMG, ça veut dire tout pour ma gueule. Vous voyez, c'est l'individualisme exacerbé qui a tendance à dominer les comportements. Alors, Althusser, par exemple, un philosophe un peu particulier, a dit que nous avons mis fin, par cette évolution, à la sublimation des valeurs. Autrefois, il y avait des valeurs qui faisaient que l'intérêt commun l'emportait plutôt sur l'intérêt particulier, des valeurs qui disaient que le présent n'était pas l'essentiel, puisque on vous promettait le bonheur éternel après la mort pour les chrétiens, et bien sûr pour les communistes après la Révolution, au moment de la dictature du prolétariat, qui était le paradis en somme attendu, qu'on a assez peu connu, on a beaucoup espéré en lui, mais sans le connaître. Fait référence aux victimes des sociétés, disons, collectivistes. Donc, ce qui a explosé, c'est l'individualisme et puis la volonté de s'épanouir ici et maintenant. On n'avait plus de patience pour attendre, il fallait connaître le bonheur ici et maintenant. D'où toute la littérature sur l'épanouissement personnel, etc. Vous voyez bien qu'il y a une appétence pour cela, et donc une littérature répond à cette appétence. Et on peut considérer aussi que cette évolution répond à l'analyse que Schumpeter fait du capitalisme. Vous savez, c'est la destruction créatrice, et Luc Ferry appelait ça l'innovation destructrice. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le développement économique, eh bien, c'est la disparition des industries ou des activités anciennes, traditionnelles, auxquelles on substitue eh bien, des activités nouvelles. Par exemple, pendant des millénaires, l'activité principale de nos sociétés, c'était l'activité agricole, le secteur primaire. Puis ensuite, avec le décollage industriel, fin 18e en Grande-Bretagne et en France, eh bien, c'est l'activité, c'est le secteur secondaire qui a pris le relais
du primaire, sans se substituer totalement à lui. Puis ensuite est venu le développement du tertiaire. On voit bien qu'il y a une destruction créatrice, c'est-à-dire le fait d'avoir des industries du téléphone, par exemple, eh bien, a fait disparaître d'autres industries, notamment autour d'industries plus naissantes et plus basiques. Voilà, le développement, la croissance, eh bien, c'est des activités traditionnelles qui disparaissent et auxquelles on substitue des activités nouvelles. Et bien, sur le plan sociologique, il s'est passé la même chose. On a remplacé le sacré d'autrefois par du vide. Et justement, c'est dangereux d'être face au vide parce que la religion crée du lien entre les éléments de la population et une nation a besoin de liens, sinon elle a tendance à disparaître. Et ce lien peut être, eh bien, cette spiritualité laïque, là je reprends une proposition de Luc Ferry, qui dit qu'est-ce qu'on a en commun? Eh bien, ce qu'on a en commun, c'est l'amour de nos enfants et le souci qu'on a de leur avenir. Donc ça peut être largement partagé et ça peut être un nouveau sacré, c'est-à-dire un objectif commun que l'on peut poursuivre ensemble. Et d'après son analyse, ceci est possible depuis le mariage d'amour. On me dirait le mariage d'amour, ben, si on ne s'aime pas, on ne se marie pas. Mais attention, le mariage d'amour, il est récent. Il est récent et il remonte à peu près il y a 2 siècles, puisqu'auparavant, c'était les familles qui avaient tendance à marier les enfants, et sans doute dans des objectifs patrimoniaux assez souvent. Pensons par exemple au mariage princier, c'était pour rapprocher des pays, pour assurer une paix durable. Voilà les motivations. Et dans nos villages, eh bien, c'était pour arrondir aussi le patrimoine. Et le mariage d'amour est lié finalement au développement économique. C'est à partir du moment où dans les bourgs sont apparues des activités économiques et des situations de salariés que les jeunes filles, notamment, ont été travaillées au bourg, sont devenues salariées, donc indépendantes sur le plan financier et surtout sur le plan familial, loin de la dictature de leurs parents qui souhaitaient les marier en fonction de ce qu'ils estimaient son intérêt. Et voilà, la conséquence de tout ça, c'est la progéniture et l'intérêt et l'affection que nous portons à nos enfants. Et donc, on pourrait accepter le constat qui est fait de la substitution au sacré ancien, de la divinisation de l'être humain qui procède de ce que je viens de décrire. Et ceci donne du sens à nos activités, à la fois individuellement et surtout collectivement. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut une méthode. Cet avenir dont on se soucie, pour nous et surtout pour d'autres, comment le construire? Eh bien, il faut esquisser par la prospective. Alors la prospective, c'est l'étude scientifique et rationnelle des avenirs qui nous attendent. C'est d'esquisser par la prospective des scénarios du possible, du probable et du souhaitable. Et on exerce son sens critique pour choisir justement les scénarios souhaitables. Et lorsqu'on les a déterminés, eh bien, il devient plus facile d'en déduire les cheminements à emprunter pour parvenir à leur réalisation. Et ceci est important. Pourquoi? Aujourd'hui, vous savez que nous sommes en plein désert médical. Quand on veut consulter un spécialiste, il faut des délais d'attente. Enfin, c'est difficile. Et ce désert médical, il n'est pas apparu soudainement. Il procède du numerus clausus qu'on a imposé autrefois et qui a sous-estimé des choses qui étaient faciles à connaître, sous-estimé les besoins. Alors, c'est facile à connaître parce que les besoins sont liés
à l'âge de la population. Et là, on retrouve la démographie. Et vous voyez bien que dans la démographie, tous ceux qui auront, je sais pas, 80 ans, dans 80 ans, ils sont nés aujourd'hui. Donc, c'est facile à prévoir. Ce qui aurait été aussi peut-être un peu facile à prévoir, c'est l'accroissement du métier de médecin exercé par des femmes. Et les femmes, là aussi, ont la responsabilité de l'exercice d'une profession et aussi de la famille, des enfants. Donc, elles sont moins disponibles. Donc, la féminisation de la profession aurait dû aussi conduire à avoir un numerus clausus un peu plus important. Bon, je ne vais pas insister sur toutes les conséquences, mais simplement pour dire, lorsque on ne pratique pas cette prévision et qu'on n'en déduit pas par anticipation les adaptations indispensables, eh bien, on doit vivre ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences d'une imprévision. On avait tous les moyens de savoir, tous les moyens de s'adapter, et on ne les a pas utilisés. Et si nos hommes politiques, ce qui rejoint ce que je disais au départ, ont des horizons trop courts, ils ne seront pas capables de prévoir les nouveaux déserts et bien sûr d'y remédier par anticipation. Alors, ceci nous conduit à la fin du déni. Il faut accepter de voir les problèmes qu'on a sous le nez. Alors aujourd'hui, c'est l'immigration irrégulière, c'est l'insécurité. Notre jeune étudiante de 19 ans qui s'est fait violer et assassiner par un OQTF. Il faut accepter de voir ça et bien sûr de les traiter. Les responsables, nos représentants d'aujourd'hui font les mêmes erreurs que ceux d'avant-hier, mais dans des domaines différents. Donc, Darwin nous l'a dit, celui qui ne s'adapte pas disparaît. La clé de la survie, c'est l'adaptation à un environnement qui change et naturellement la survie des plus aptes. Bon, ça c'était pour la méthode. Alors, nous en arrivons pour cette approche collective que je viens de faire à des objectifs plus personnels. Pour se mettre en harmonie avec tout ce qu'on vient de voir, eh bien, il faut avoir le souci de sa perfectibilité. Alors, je vous rappelle que cette notion a été mise en lumière par Jean-Jacques Rousseau pour distinguer l'homme de l'animal, en disant l'animal, il est prédéterminé. Les tortues qui sortent de leur coquille savent où est la mer et savent s'orienter pour s'y rendre le plus vite possible. Mais elles n'évoluent pas tout au long de leur vie. Alors que l'homme, eh bien, lui, est libre. Est libre. C'est pour ça qu'il faut l'éduquer pendant longtemps, pour qu'il apprenne à devenir autonome, à s'émanciper, et puis, au passage, indiquer quelques valeurs pour que la vie en société ne soit pas un enfer, mais plutôt un paradis. Donc, la perfectibilité, c'est le souci de se perfectionner en permanence, avec une formation tout au long de la vie. Et cette formation permet d'acquérir de l'expérience. L'expérience, c'est la collection des scénarios qu'on a vécus, gagnants ou perdants, mais qu'on a su analyser a posteriori. Et c'est pour ça que je dis souvent, ce qui fait sursauter, qu'il est souhaitable que nos hommes politiques aient une expérience. Ce que notre ministre de l'économie vient de démontrer quand on n'en a pas. Et de l'expérience pour éviter de faire des bêtises. Et cette expérience, eh bien, suppose qu'on ait un certain âge, c'est-à-dire avoir eu le temps d'accumuler. Il ne s'agit pas de faire comme aujourd'hui, de dire que Barnier, c'est la solution, 73 ans, hein, mais c'est de dire, quand il y a eu la passation de pouvoir entre Attal et Barnier, bon, manifestement, il y avait une différence évidente d'expérience politique entre les deux.
Et il est souhaitable de ne pas confier les plus hautes responsabilités à des gens qui n'ont pas acquis préalablement suffisamment d'expérience. Alors, ce n'est pas la condamnation des plus jeunes. Il est évident, dans un autre domaine, que l'innovation, la capacité d'innovation technique et scientifique, elle se fait avant 30 ans. Après, plus on prend de l'âge, moins on innove. Ce qui veut dire que les compétences techniques et surtout la maîtrise de la technique et de la science telle qu'elle évolue doit se faire lorsqu'on est jeune, c'est-à-dire avant 30 ans. Mais les responsabilités humaines et collectives, et disons stratégiques, c'est pour un peu plus tard. Alors, nous aurons l'occasion dans quelques instants d'en discuter si vous n'êtes pas d'accord avec ça, et vous avez tout à fait la liberté de ne pas l'être. J'en profite pour vous donner mon point de vue en passant, mais il ne s'impose pas dans nos échanges. Alors, perfectibilité, ça veut dire aussi avoir le souci d'avoir une approche un peu philosophique, individuellement. Alors, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. En fait, la sagesse ne s'acquiert en principe qu'avec le temps. Mais la philosophie comporte en gros trois parties, la théorie, la morale et la sotériologie. La théorie, c'est la connaissance du monde tel qu'il nous entoure. Il faut utiliser les sciences pour comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Ça permet aussi, la théorie, de mettre au point des techniques pour modifier le monde qui nous entoure en fonction de nos besoins ou de ce que l'on souhaite faire. La morale, c'est simplement les principes de comportement et de relation avec autrui. Quand je parlais tout à l'heure de valeurs qui provenaient du christianisme, je me souviens dans une chapelle, il y a marqué « Aimez-vous les uns les autres ». C'est le sens essentiel du christianisme. Mais on peut très bien dire la même chose en supprimant la transcendance. C'est une inspiration de la morale. Et la sotériologie, et là c'est la recherche du salut individuel, collectif. Alors, c'est quoi le salut? Eh bien, tout simplement, il faut apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, la maladie, la souffrance, la disparition des êtres chers, et puis sa propre disparition aussi un jour. Ou bien apprendre à ne pas s'ennuyer, à définir ce qu'est la vie bonne. Et là, ça dépend de chacun d'entre nous. Mais cette approche philosophique doit inclure le souci de perfectionnement dont je parlais tout à l'heure, et bien sûr les relations avec autrui, avec la société, avec la communauté et son avenir, c'est-à-dire nos enfants. Bon, donc on en était aux objectifs individuels, à se proposer individuellement en harmonie avec les objectifs collectifs qu'on se propose. Notamment, c'est la compréhension du monde tel qu'il fonctionne et tel qu'il évolue, parce que ce qui est important, c'est de comprendre les évolutions, hein, parce que les comportements passés se périment assez rapidement, comprendre les évolutions, et pour ce faire, comme on nous a appris en littérature, il vaut mieux avoir une tête bien faite que bien pleine. C'est pour ça que dans les échanges qu'on va avoir, ou qu'on a eus dans le passé, on a toujours insisté sur davantage de compréhension des événements et des évolutions que sur la multiplication d'informations ponctuelles que chacun peut aller chercher en fonction de ses centres d'intérêt. Donc, une tête bien faite, c'est-à-dire capable de comprendre, de critiquer et de choisir pour éclairer une décision. Et ça veut dire aussi classer nos idées. Il faut structurer les informations, les connaissances que l'on a, sinon il est difficile de s'en servir. Donc, deux soucis,
compréhension et structuration des intelligences. Dernier point, c'est l'introduction. De réflexion sur l'introduction générale, c'est une réflexion sur l'introduction. Quand on fait un exposé, quand on fait une dissertation, aussi paradoxal que cela paraisse, on termine par l'introduction. Alors on termine par l'introduction, pourquoi? Tout simplement, c'est lorsqu'on a dit ce qu'on voulait dire, qu'on sait ce que l'on va dire. L'introduction, c'est la fin du travail de préparation, et pour préparer ce que l'on va faire, eh bien, il vaut mieux l'avoir écrit, l'avoir fait, pour savoir ce que l'on va introduire. Et la surprise que j'ai eue en faisant cette introduction, c'est que ce n'est pas simplement une introduction à 2024. Ce n'est pas simplement une introduction, d'ailleurs, aux 5 prochaines années de la Commission, mais il faut s'efforcer de voir au-delà. Et en fait, c'est ce que l'on a fait jusqu'à présent, sans toujours le dire. Par exemple, on a abordé le mythe d'Europe. C'est vraiment l'origine légendaire d'Europe. On a abordé l'évolution de la civilisation européenne, de Jésus à la laïcité. C'est aussi les métamorphoses de la vie économique, les 30 glorieuses, je ne vais pas les quantifier, mais piteuses qui ont suivi, les crises que nous avons connues et l'évolution économique qui a existé avec la crise de 2008, et puis les évolutions en cours actuellement, qui sont très importantes. C'est aussi le bouquet d'air qu'on a évoqué avant les vacances. Alors, les ères finissantes et puis les ères commençantes, c'est l'évolution historique dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi les révolutions géopolitiques. On a parlé de la Chine, de la Turquie. C'est aussi les grandes évolutions démographiques, les migrations, les crises démocratiques que connaissent les démocraties libérales. Tout ceci a été abordé de façon non structurée, c'est-à-dire qu'on n'a pas relié ces différentes présentations ensemble. Et je pense qu'il faut le faire, parce qu'en fait, nous sommes face à un monde complexe. Un monde complexe, ça veut dire que nous sommes face à un modèle, parce que penser le monde, c'est se construire un modèle intérieur pour essayer d'expliquer comment il fonctionne. La pensée complexe, c'est ça, c'est augmenter le nombre des variables prises en considération et d'autre part, déterminer les relations multiples qu'entretiennent les variables entre elles pour expliquer leurs évolutions ou bien maîtriser, si ça concerne l'avenir, ces évolutions en fonction de ce que l'on souhaite, des scénarios dont je parlais tout à l'heure, qu'on aura privilégiés et qu'on aura souhaité retenir. Donc, c'est apprendre à relier ce qui, à un certain moment, ne l'était pas dans la pensée, dans l'approche que nous en avons, alors que dans la réalité, bien sûr, tout est interdépendant et cette relation existe en permanence. Voilà, c'est une fréquentation de la complexité, en tout cas une initiation. Et je vais arrêter là l'introduction. Vous voyez, elle est quand même assez riche, on a abordé pas mal de choses, et vous laisser la parole pour intervenir sur tout ce que l'on vient de voir, pour compléter, pour manifester des points de vue différents, avant d'aborder les européennes des dernières élections d'une façon plus concrète. On va descendre de la tour et aller sur le plancher des vaches. Alors, à vous, si vous souhaitez intervenir. Bonjour à tous d'abord. Moi, ce qui m'interroge en permanence quand j'entends parler nos médias ou nos politiques à l'intérieur des médias, c'est le niveau de réflexion qu'ils ont, qui est
qui est un haut niveau, c'est le haut niveau de réflexion qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire l'ensemble des composantes dont ils disposent pour prendre les décisions, et l'absence ou la, comment dire, j'allais dire la méconnaissance, l'absence de décision qui en découle, soit parce que c'est trop complexe et que c'est difficile à, à quantifier, soit que euh, c'est trop complexe pour le faire comprendre aux gens, pour faire comprendre à la population la justesse des décisions prises, avec bien sûr derrière les échéances électorales, plus ou moins courtes. Et là, quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui, vous parlez de 2024-2029 pour l'Europe, effectivement, c'est bien, l'Europe a la chance d'avoir 5 ans devant elle. Hein. Par contre, dans les différentes composantes de l'Europe, que ce soit la France ou ailleurs, ben, les échéances sont plus courtes. Et là, on est en train de se positionner pour dire qu'est-ce qu'on va faire en 2025, en juin 2025. Hein. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles élections? Hein. Et dans ce cas-là, si j'ai pris des décisions qui ne sont pas très, euh, comment dire, populaires, bah, je vais me faire rétamer, hein, excusez-moi du terme. Euh, et puis après, bon, il y a 2027, il y a 2027 et les élections présidentielles, c'est bien ça. Hein. Si je me mets dans un gouvernement maintenant qui ne survit pas, ben, ça en est fini de mes chances pour dans 3 ans. Euh, donc, actuellement, l'Europe a le temps devant elle, peut-être, d'accord, c'est bien, mais pas ses composantes. Et en l'occurrence, pas nos politiques, manifestement. Donc, d'où l'opposition que vous faisiez au départ entre hommes politiques et hommes d'État. Les politiques, effectivement, ben, ils réfléchissent. Ils auraient peut-être des qualités pour être des hommes d'État, mais ils voudraient bien, mais ils peuvent point. Hein. Voilà, je referme la parenthèse. Merci Pierre. Benoît a demandé la parole avant que Jacques rebondisse. Merci de me donner la parole. Alors, sur le propos introductif, moi, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est premièrement la notion de temps long par rapport justement à ce qu'il faut mener, on va dire, pour les générations suivantes, c'est-à-dire la capacité pour ceux qui aujourd'hui prennent des décisions à dire il faut d'abord les prendre dans le sens de l'intérêt général et pas pour défendre mon petit précaré. Et je pense que par rapport à ça, on voit bien que aujourd'hui, si on prend l'exemple de la France, je vais donner un exemple tout simple. On peut s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, le revenu moyen des salariés soit légèrement inférieur à celui des retraités. Voilà, je prends un chiffre volontairement un peu provoquant pour poser le débat, mais pour moi, ça pose une question d'équilibre entre les générations. Je dis pas ça par rapport à une génération ou une autre, mais je pense qu'il y a la question de quel avenir, effectivement, pour les enfants et les petits-enfants, que ce soit à l'échelle de la France, mais aussi de l'Europe, en se disant finalement, de toute façon, on a deux solutions, c'est essayer de tracer notre route ou basculer sous l'influence d'un régime qui deviendra autocrate à un horizon plus ou moins court. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est comment tracer notre route. Alors une fois qu'on a dit ça, je pense que pour tracer sa route et
pour poursuivre l'effort et effectivement gravir le sommet, il faut accepter le principe de partir en cordée, mais ça veut dire qu'une fois qu'on est en cordée et une fois qu'on arrive au glacier et qu'on a dit qu'on allait au sommet, on fait plus de demi-tour. Et la notion d'être en cordée, elle implique après d'avoir cette solidarité et le fait de se soutenir chacun les uns entre les autres, hein. C'est important parce que l'on sait que si ceux qui sont en cordée ne font pas tous l'effort, on n'arrive pas au bout. Pour autant, on sait que monter un sommet tout seul, c'est très dangereux. En tout cas, pour ceux qui l'ont déjà fait en montagne, passer un glacier tout seul, bon, c'est quand même hasardeux. Donc, c'est de se dire que finalement, cette ascension, elle ne peut se faire que à plusieurs, mais pour autant, il faut accepter qu'une fois qu'il y a l'engagement sur le long terme, on ne fait plus demi-tour. Voilà. Donc, on a deux solutions, c'est passer le glacier en cordée ou dire chacun continue à faire voilà, ce qu'il a envie. Ce qui veut dire déjà qu'il faut choisir entre effort à long terme et plaisir à court terme. Ce qui renvoie un petit peu au débat de début, en disant finalement, on s'est orienté vers la satisfaction individuelle, les plaisirs individuels, oui, mais s'il n'y a pas d'effort à un moment, c'est qu'est-ce que l'on construit pour l'avenir et donc pour les enfants, les petits-enfants, etc., puisqu'on s'inscrit dans le long terme. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, moi je suis tombé sur un article des Échos qui a retenu toute mon attention parce que les chiffres, ben voilà, au moins ils ont l'avantage d'objectiver les choses. En France, la France, en 93, était 11e en termes de PIB, pas PIB mondial, mais PIB par habitant. J'insiste. Et en 2023, 30 ans plus tard, nous sommes 25e en PIB par habitant. Ça veut dire que la richesse produite, globalement, par habitant, a baissé, pas nécessairement en quantité. Je ne suis pas en train de dire que le PIB a chuté. Je suis en train de dire que dans la compétition mondiale, le PIB par habitant, et ça c'est les chiffres des Échos, on a reculé dans la compétition mondiale. À partir de là, pour moi, il y a un constat, c'est que les services au sens large, qu'ils soient privés, publics, ce n'est pas la question, se pose la question de finalement qu'est-ce que l'on peut encore s'offrir et qu'est-ce que l'on peut conserver et qu'est-ce qu'on peut peut-être diminuer, voire supprimer. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être repenser les priorités par rapport à certaines politiques publiques. Donc cette révision par rapport à un environnement qui change, des priorités qui évoluent, il y a peut-être des choses à reposer et pas finalement reconduire des choses qui étaient certes intéressantes, qui ont été utiles, il ne faut pas renier le passé, mais qui étaient peut-être bonnes, mais dans un autre contexte. Or, ce contexte, d'après moi ce que je vois sur les chiffres, il a quand même évolué. Donc on a entendu après tout ce qui concerne des vérités sur la sécurité, les problèmes que ça pose, l'acceptabilité au niveau sociétal. Il y a des choses qui effectivement aujourd'hui sont difficilement supportées par la population et ces difficultés du point de vue de l'accessibilité sociétale se heurtent avec certains grands principes qu'on a portés et mis voilà, en avant parce qu'on on estimait qu'au nom d'un certain nombre de principes, y compris de valeurs, il fallait faire ceci, cela. Maintenant, la question, c'est au regard d'un nouveau contexte qui a évolué, c'est est-ce qu'il y a des réalités à accepter, et ce qui veut dire probablement revenir sur des choses qui ont pu être bonnes et positives, peut-être à une époque, et je dirais adaptées, mais qui aujourd'hui ne le sont plus au regard d'enjeux qui sont bien plus importants. Voilà. D'accord. Est-ce que je Bien. peux enchaîner sur le propos de manière très courte, sur le propos de Benoît? Moi, ce que j'ai retenu de ce que disait Jacques, c'est que effectivement, le sacré a un peu disparu de nos vies. Et pendant longtemps, il y a eu une concurrence entre le sacré religieux et le sacré républicain. C'est-à-dire que nous avions droit, en France, à une culture religieuse et nous avions de l'autre côté droit également à une culture républicaine.
dans laquelle on mettait tout ce qui faisait le sel de notre solidarité nationale, de notre ciment national. Le sacré religieux a disparu, ou quasiment, puisque le taux de fréquentation des églises est epsilonesque en France. Mais d'un autre côté, l'Église républicaine, elle a aussi disparu, c'est-à-dire que des choses qu'on tenait pour acquises, on ne les enseigne plus, et donc ça ne fait pas notre lien commun. C'est-à-dire que, comme le disait Jacques, on est, le seul point de repère qu'on a, c'est l'individualisme. Et donc, il nous faut à tout prix, avant de faire ce que tu dis, Benoît, de revoir un certain nombre de mécanismes et de choses, il faut remettre en place cette culture, ce lien commun entre les gens au travers de l'ossature de la République française, parce elle véhicule un certain nombre de valeurs qui doivent se substituer à celles qui ont disparu, à mon sens. Je vais rebondir un petit peu là-dessus parce que cet élément-là, moi, je l'ai pas, j'ai pas rebondi sur la première intervention. Pourquoi? Parce que je pense que c'est effectivement quelque chose d'indispensable. On parle d'éducation civique, peu importe la terminologie que l'on met derrière, mais c'est bien effectivement avoir référence, on va dire, à des valeurs communes. Et finalement, que ce soit des valeurs communes inspirées de la religion ou que ce soit d'autres valeurs communes, c'est pas trop le souci. En fait, c'est d'avoir effectivement des valeurs communes et de les mettre en action. Ça, mais le constat que je faisais, c'est que même si effectivement demain et certains avaient mis en avant, et je pense que je n'ai pas consulté les programmes des autres pays européens, mais si certains avaient mis dans leur campagne, par exemple, la mise en avant d'une politique en faveur de la jeunesse, notamment à travers le sport, derrière le sport, il y a la notion d'effort. Voilà. Par exemple, on peut transmettre à travers le sport la notion d'effort, de récompense, de dépassement de soi, etc. Donc, effectivement, ça fait partie des valeurs qui peuvent être transmises à nos jeunes générations. Sauf que, par rapport aux échéances et par rapport aux difficultés auxquelles on est confronté, je pense que ça, c'est une mesure que même je qualifierais de très long terme, parce qu'elle va porter sur 10, 20 ans, c'est-à-dire le temps d'une génération. Toutefois, je pense qu'au regard d'autres urgences, il y a des mesures plus à moyen terme qui visent à dire il y a peut-être des adaptations à faire en matière de politique et de réorientation, voire d'arbitrage sur des priorités. Donc, je suis entièrement d'accord avec la question du ciment, parce que s'il n'y a pas le ciment, il y a un autre problème qui est celui de la cohésion. Et on voit bien ce que ça donne, les difficultés en termes de cohésion. Si on observe ne serait-ce que les différences qu'il peut y avoir, je ne vais pas reprendre les éléments de Jérôme Fourquet sur comment dire, la lecture qu'il a de la sociologie du vote fonction des zones rurales, des zones urbaines, etc., ni reprendre les travaux voilà, d'autres sociologues. C'est pas mon propos. Mais effectivement, pour recréer de la cohésion, ça repasse par effectivement d'un côté des valeurs communes, mais aussi derrière une autre manière peut-être d'organiser les services. Et je réagirai sur ce qui a été dit, le propos par exemple sur la question de l'exercice de la médecine. Quelque part, enfin, faut pas se voiler la face. À partir du moment où on donne la possibilité du choix d'installation dans l'exercice d'un métier et que en plus c'est la voie la plus favorable et que l'on sait qu'il y a des zones qui forcément sont plus attractives que d'autres, on sait bien que l'homme ayant voilà intérêt à trouver un secteur attractif où il y aura les écoles, etc. Et s'il fait soleil, c'est encore mieux. S'il est proche de l'Atlantique ou de la mer, c'est voilà. Donc forcément, on sait que sur des zones en ruralité où il y a des départements qui n'ont pas d'autoroute, pour ne pas les citer, dans certaines communautés de communes rurales, dans des régions dont la démographie
la démographie est en décroissance, bah forcément, ça ne va pas lever les foules. Donc, on voit bien aujourd'hui les difficultés qu'ont les maires, notamment, à faire en sorte d'avoir un médecin entre guillemets, de campagne qui vient s'installer chez eux. Ils sont obligés de rivaliser chacun pour espérer faire venir un médecin. Donc, je pense que ça aussi, ça fait partie des réflexions, c'est-à-dire finalement, dans les grandes priorités, les grandes politiques publiques, c'est qu'est-ce qu'on peut remettre dans des secteurs qui, par nature, sont moins attractifs pour restaurer cette cohésion. Parce que clairement, plus ces écarts s'accroissent, plus ils atteignent cette cohésion entre les personnes et plus ça cristallise le mécontentement. Bien. D'autres interventions? Alors, je pense qu'on va évoluer. Alors, première réponse à Benoît en ce qui concerne l'économie, j'en parlerai tout à l'heure, puisque bien évidemment, dans les objectifs de la Commission, il y a une grosse partie économique, notamment alimentée par deux rapports, le rapport d'Enrico Letta et le rapport de Mario Draghi. Hein. Ça va être un morceau important. Ce qui nous rassemble, c'est finalement de dire qu'il faut qu'il y ait du ciment dans cette société. Et on est tous d'accord là-dessus. Au passage, Benoît l'a dit, on a tendance à construire des valeurs communes au moment de l'éducation. Et ça, c'est un point important, et ça fait partie des vulnérabilités à la fois françaises, puisqu'on voit bien que la France recule dans les enquêtes PISA, etc. Et d'autre part, on voit bien qu'après avoir eu un ministre qui est resté 5 ans, Jean-Michel Blanquer, dans l'éducation, les ministres se succèdent. On se croirait sous la 4e. Donc, la France a des problèmes et ne prend pas le chemin de résoudre ces problèmes. Mais peut-être encore de les augmenter. Et vous savez que Jean-Michel Blanquer vient de sortir un bouquin qui s'appelle La Citadelle, un gros pavé, qui me semble intéressant à lire pour d'une part analyser les problèmes de l'éducation de la France, comment il a entrepris de les résoudre dans l'école primaire, parce que on s'aperçoit que finalement les têtes bien faites dont je parlais tout à l'heure, ça commence très tôt et quasiment les enjeux sont faits vers 6 ans. Et on entrait à l'école autrefois à 5 ans, c'est beaucoup trop tard. C'est pour ça que maintenant c'est 3 ans. Il faut faire attention, on a découvert ça, si vous voulez. C'est l'utilisation de la science pour prendre des décisions en matière de formation et d'éducation. C'est parce que la science a marqué un coup de projecteur en disant mais les jeux se font beaucoup plus tôt. Vous voulez réduire les inégalités, mais il faut le faire au moment où c'est possible. Quand les cerveaux sont formalisés, c'est trop tard. Bon, donc là je ne vais pas plus loin sur le sujet, mais c'est pour dire on est d'accord sur ce qu'il faut en commun. Voilà, ça se fait à ce moment-là. Si maintenant on revient dans le fonctionnement, Pierre a commencé par la complexité. Alors vous avez, avec 2 chapitres dans la complexité des décisions, parce que les choses sont complexes, etc. C'est évident. Quelles sont les solutions? Essentiellement 2. La première, c'est d'avoir des conseillers ou de consulter des experts dans des domaines, parce que par définition, un homme politique est plutôt un généraliste qu'un spécialiste. Donc, il faut consulter les spécialistes. Spécialistes objectifs, parce que vous avez des universitaires qui ne sont pas objectifs. On l'a vu, par exemple, lors de la pandémie. Je prends Raoult, tout le monde le connaît. Si vous lisez le bouquin de Blanquer, vous verrez qu'il épingle une autre professeure qui expliquait qu'il fallait fermer les écoles au risque de déscolariser durablement des enfants au moment où on forme pour leur vie personnelle, collective, les cerveaux. Donc, l'inconvénient de la fermeture d'école est colossal. Et vous avez des savants qui ont fait l'impasse totalement sur ces problèmes-là. C'est pas ils étaient épidémiologistes et bon, les conséquences d'une déscolarisation, ils l'ont pas pris en compte et c'est pas leur domaine.
ils sont restés dans leur spécialité. Ce qui ne les empêchait pas d'intervenir à la télévision pour dire que ceux qui prenaient en compte la globalité des conséquences avaient tort. Donc, il faut recourir aux spécialistes, c'est évident, soit dans les cabinets ministériels, soit dans les universités ou dans des groupes de travail, comme on sait le faire. Je parlais tout à l'heure du rapport Draghi ou du rapport L'État, ils n'ont pas été faits tout seuls par ces deux personnages. Ils ont su s'entourer de personnages compétents pour faire des propositions pertinentes. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui répond à la fois à la complexité et à ce que disait Benoît sur quand on a fait des choix, il faut y rester fidèle, parce que si on fait des zigs et des zags, l'efficacité politique, comme dans l'éducation nationale, Blanquer, hein, carré sur de lui un peu, et après Pape Ndiaye, où va-t-on? C'est le contraire. Comment voulez-vous que les recteurs, les profs, les inspecteurs s'y retrouvent? C'est le contraire. Il faut de la continuité. Et pour qu'il y ait de la continuité, ça nous ramène à une solution qu'on a déjà vue, il faut une planification. Alors pas à la soviétique, mais planification à la française, une planification souple, une capacité de choisir ensemble. Alors ensemble, dans la planification à la française, c'est pas seulement des experts. L'avantage des commissions techniques autrefois du plan, c'est qu'il y avait les experts, bien évidemment. Il faut les administrateurs, les fonctionnaires, ou les politiques, si vous voulez, mais il faut aussi les syndicats, les acteurs sociaux. Il faut que tous les acteurs qui ont une part de responsabilité dans la réalisation puissent se concerter au préalable pour choisir les trajectoires de développement qu'ensemble on devra réaliser, nonobstant quelques négociations encore de route. Donc, vous avez les éléments de réponse, et là, en termes de planification, la France s'est rendue compte de son erreur en supprimant la planification sous prétexte que l'économie devenait plus libérale et se mondialisait. Donc on s'est dit, mais les Français, les électeurs français n'ont plus la maîtrise de toutes les variables économiques puisqu'on se mondialise, ça dépend aussi des Chinois, etc. Comment faire? Eh bien, au bout d'un certain temps, les Français ont quand même découvert qu'ils avaient besoin de cette planification, et la rue de Martignac, c'était le berceau de la planification à la française du temps que je menais, c'est devenu France Stratégie, c'est-à-dire on étudie mais on ne négocie plus. Eh bien, on est redevenu à la rue de Martignac, on est revenu à la planification. Le problème, c'est qu'on a confié ça à Bayrou, qui n'a rien à voir avec les commissaires à la planification, Pierre Massé, etc., les grandes têtes que nous avions autrefois. C'est pas l'homme de la situation. Mais enfin, la structure est revenue. Question, quid au niveau européen? Et au niveau européen, on va le voir aussi, Mario Draghi fait la même proposition, en disant qu'il faut planifier, au moins par secteur. Parce que on est 27, si on élargit, on sera 36, ça va être le bordel. Cette nécessité d'agir ensemble durablement et de réaliser des choix élaborés collectivement, avec bien sûr l'accord des politiques, aussi bien nationaux qu'au Conseil européen, eh bien, on ne pourra pas le réaliser. Donc voilà, deux éléments de réponse. Vous voyez bien qu'il y a une convergence et dans les réponses, on sait. Alors, je l'ai anticipé sur les conclusions. Je pense qu'aujourd'hui, tous les problèmes, quelle que soit leur complexité, sont solubles par le personnel politique en place s'il pratique les consultations qu'il faut. L'organisation, planification, c'est évident. Troisième idée, c'est le contrôle des résultats obtenus en suivant une politique. Et c'est un contrôle critique, comme on fait soi-même dans ses vies personnelles ou comme on fait dans les entreprises. J'ai choisi des stratégies, puis on allait, au bout d'un certain temps, aux résultats. Et en fonction des résultats, on maintenait, on renforçait ce qu'on avait fait, ou au contraire, on changeait d'orientation, en disant on s'est planté. Et bien sûr, on cherchait à savoir pourquoi on s'était planté. Et là, on ne le fait pas suffisamment, notamment en France. On vote des lois, mais on ne regarde pas leur application. Au Parlement, c'est un des grands défauts colossaux de la France qui empile, comme l'Europe d'ailleurs, on empile des règlements, mais jamais on enlève les anciens. Et on ne va pas contrôler l'efficacité. Je fais référence par exemple
à la jeune fille qui s'est fait dans le bois de Boulogne, on s'aperçoit aujourd'hui des dysfonctionnements. Et Wauquiez a demandé qu'il y ait une enquête, je sais plus comment, une commission flash pour recenser tous les dysfonctionnements de l'administration, des juridictions qui sont à l'origine de ce problème. Et il a raison, si on ne va pas voir où ça dysfonctionne, pourquoi, on ne va pas pouvoir corriger. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, évoqué par Pierre, c'est la communication. Il est évident qu'il y a des différences de connaissances et de maîtrise du monde entre les élites qui dirigent, politiques, économiques, universitaires, journalistiques, enfin tous ces gens-là, et l'ensemble de la population. C'est pas nouveau, c'est toujours existé. C'est pour ça d'ailleurs, je faisais référence à Montesquieu, que Montesquieu disait la seule démocratie qui peut fonctionner, c'est une démocratie représentative. Contrairement à ce que disait Rousseau, démocratie directe, c'est pas possible. Il faut avoir du temps et des connaissances. Donc, j'en étais à vous dire que Montesquieu disait qu'il fallait pratiquer la démocratie représentative parce que, bien évidemment, la population n'aura pas le temps de consacrer à la connaissance des problèmes, à la maîtrise des problèmes pour pratiquer la démocratie directe. Bon, et en résumé, Jean-Jacques Rousseau, dans ce domaine, a décrit un système qui ne pouvait fonctionner que sur un pays de petite dimension, et encore à condition que la population fasse confiance à la majorité, ou en tout cas aux élites. Hein. C'est ça la règle du jeu. Donc, une fois que l'on a dit ça, il faut quand même que les élites aient le souci faire preuve de pédagogie pour expliquer les problèmes auxquels ils sont confrontés, pour les hiérarchiser et pour expliquer dans quelle direction ils vont aller pour les résoudre, de façon à les faire accepter par l'ensemble de la population, essentiellement par les électeurs. Et ça, il y a effectivement un souci. Alors, dans cette communication, il y a deux domaines de responsabilité. Celui des élites qui doivent s'expliquer et qui doivent aussi écouter la population qui définit ses objectifs, lesquels sont aujourd'hui faciles à connaître avec toutes les enquêtes d'opinion qui se multiplient tous azimuts et qui établissent des hiérarchies relativement constantes, c'est-à-dire qui n'évoluent que lentement. Donc les élites ont tous les moyens de savoir ce qui est attendu. Par exemple, sur la sécurité, par exemple, sur l'immigration. Et s'ils ne le traitent pas, c'est que, eh bien, ils ont d'autres motivations personnelles de ne pas voir et de ne pas faire. Et on rejoint un peu la première idée sur les horizons et sur les intérêts que défendent les politiques. Est-ce que c'est un intérêt égoïste, personnel, exclusif, ou est-ce que, bien évidemment, cet intérêt il doit être défendu, sinon on n'accède pas au pouvoir. Hein, pour relire Machiavel. Comment accéder au pouvoir, comment y rester, et comment l'exercer. Hein. Eh bien, la prise en compte de l'intérêt collectif au service duquel eh bien, on s'inscrit. Il faut que ce soit vrai aussi dans la réalité. Deuxième source, c'est que le souci du collectif, il doit être enseigné au moment de l'éducation. On ne doit pas, dans l'éducation, enseigner que des sciences, mais aussi enseigner des valeurs qui permettent de créer le ciment qui nous relie ensemble durablement et qui fait que la guerre civile ne s'installe pas ou que l'abstention ne s'étend pas indéfiniment en abandonnant le pouvoir à quelques-uns jusqu'au moment où on fait de la révolution parce qu'on n'accepte pas les conséquences des décisions qui ont été prises. Bon, voilà les réponses que l'on peut apporter à ce que vous avez soulevé
me semble-t-il, lors des discussions. Alors, voulez-vous réintervenir sur ce point ou est-ce qu'on passe aux européennes? Bon, je pense qu'on va passer aux européennes. Alors, pour parler des européennes, Guy va présenter un certain nombre de tableaux. Première question, premier constat, c'est la participation. La participation aux élections européennes. Alors, Guy, je vais te laisser présenter les tableaux que tu as choisis. Oui, merci Jacques. Alors, si l'on regarde le tableau de la participation, vous avez sur la gauche de l'écran la participation telle qu'elle a évolué en Europe depuis 1979 jusqu'à ce jour. Donc, il y a eu en 1979 une participation qui s'établissait, alors avec une Europe qui était l'Europe des 9, il faut bien le signaler. Une participation qui frôlait les 62% et qui était donc relativement importante. Je dis bien relativement. Et puis, vous avez une descente aux enfers, c'est-à-dire que en 2014, alors que nous étions 28, encore 28, eh bien, elle était descendue à presque 42%. Et puis, elle a commencé à remonter. Parce que, effectivement, je pense qu'un certain nombre de gouvernements et d'organisations, dont la nôtre, le mouvement européen, se sont dit qu'il fallait absolument réagir pour faire en sorte que les citoyens de nos pays respectifs s'intéressent un peu plus à l'Europe. Et c'est vrai que l'Europe était très loin et on pourra en reparler. On pourra en reparler à l'occasion des discussions qui auront lieu. Alors, si on va un petit peu plus finement, et là c'est le tableau de droite, alors qui est très fourni, j'en suis désolé, si vous avez un petit écran, c'est peut-être pas facile à lire, mais bon, bien entendu, vous percevez le même phénomène à quelques pays près où le vote est obligatoire, comme la Belgique, et puis comme le Luxembourg. Mais pour les autres, eh bien, vous avez, je ne sais pas, il y a un exemple tout à fait frappant qui est l'Italie, qui en 79 votait à 80, presque 86% lors des élections européennes et qui aujourd'hui est rendu à 48%. Vous voyez qu'il y a un désintérêt pour la chose européenne, ce qui fait aussi une montée progressive de ceux qui sont, par exemple, à l'extrême droite en Europe. Et si on regarde plus précisément la France, donc on voit qu'on était aux alentours, on suivait à peu près les taux qui étaient annoncés, pardon, j'ai bougé un peu vite, on suivait à peu près les taux européens, la moyenne européenne. Et donc, on est revenu à presque 52% en 2024, ce qui est tout à fait intéressant, mais qui montre aussi que certains groupes politiques se sont mobilisés plus que d'autres ou ont su mobiliser leurs électeurs plus que d'autres quand on voit les résultats qui y a à faire. Voilà. Et on voit que certains pays ont du mal à mobiliser leurs électeurs, puisqu'on voit pour des nouveaux entrants comment, des taux de participation à 21%. Alors peut-être des pays où les gens n'avaient pas l'habitude de voter, mais on voit par exemple LT, je pense que c'est la Lituanie, non? 29%. On voit des pays comme alors, est-ce qu'on voit la Pologne? La Pologne est à 40%, alors que c'était un pays important dans l'Europe, etc., etc. Voilà, donc voilà un peu les taux de participation. Jacques, je te redonne la main. Oui, le premier constat, c'est que les élections européennes, malheureusement,
reste une juxtaposition de scrutins nationaux. C'est-à-dire que le choix des eurodéputés répond bien sûr à des choix concernant l'Europe en commun, mais aussi correspond à des règlements de compte nationaux. C'est clair qu'en France, c'était plus un référendum qu'une élection. Oui, mais justement, il faudrait, si on veut que ça continue d'évoluer positivement, que le taux d'abstention diminue, que le taux de participation donc augmente, et que d'autre part, on ait des campagnes véritables où les candidats présentent des options européennes différentes et argumentées. Il faut que l'espace de dialogue et de confrontation des opinions européens augmente. Dans nos télévisions, dans nos journaux, si on nous alimente que par des problèmes franchouillards, bien évidemment, ça nous prépare mal à faire des choix européens. Donc, si tu peux me le permettre, Jacques, je voudrais justement illustrer un petit peu ton propos. Moi, je me suis aperçu, lorsque nous avons fait des débats sur l'Europe, qu'il y avait une forte appétence des gens, que ce soit dans les Vosges ou à Metz, et qu'il y avait une forte appétence des gens sur le fait européen. Mais pas sur le fait européen des institutions, quoique ce soit toujours utile de rappeler comment ça fonctionne, mais sur le fait européen de quelle influence l'Europe, les décisions européennes ont sur la vie quotidienne des gens. Et quand on parle des normes, à quoi servent les normes, quand on parle de l'implication du numérique, quand on parle de l'effet d'avoir une monnaie unique ou de l'effet d'avoir un téléphone qu'on peut balader en Europe sans avoir de surtaxe, les gens comprennent très vite à quoi ça sert l'Europe et pourquoi c'est utile. Alors que nos politiques ne considèrent qu'on doit informer les citoyens qu'un mois avant les échéances, et encore de manière très imparfaite, au filtre de la presse. Et moi, j'ai vraiment en travers de la gorge le fait d'avoir dû abandonner un débat régional qui devait se passer à Thionville pour le Grand Est et pour lequel nous n'avons pu trouver de compétiteurs européens qui acceptent de venir de débattre. C'était d'ailleurs un sujet ardu, c'est vrai. Il s'agissait de l'agriculture, de l'écologie et du transfrontalier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, donc, je reviens, il faut qu'on arrive à créer cette zone publique européenne qui permettra de créer le démos européen. Depuis 70 ans, on a créé l'Europe, notamment ses institutions, ses politiques. Il nous reste à créer les Européens. Ce n'est pas le plus facile. Et on peut souligner que nos élites ne font pas de grands efforts pour justement alimenter cette zone publique européenne. Bon, pour aller dans ce sens-là, Guy, est-ce que tu peux présenter le tableau de correspondance entre les partis politiques qui ont été candidats aux européennes et les groupes parlementaires européens? Parce que on voit bien, nos candidats ne se présentent pas sous le drapeau européen. Ils se présentent chacun sous le drapeau national, dans les 27 pays. Alors, la première chose à faire, ce serait d'annoncer en fait quelle couleur on va porter au Parlement européen et faire en sorte que tous les candidats du PPE, par exemple, eh bien, aient un discours harmonisé dans l'ensemble des 27 pays et non pas une découverte a posteriori des partis européens. Hein, l'espace public, il faut mettre de la clarté, sans aller nécessairement jusqu'à des listes européennes, c'est-à-dire sans référence au pays d'origine. Ça a été proposé à un certain moment, mais ça n'a pas été retenu. Je pense que sans aller immédiatement jusque-là,
parce que ça voudrait dire que le démos européen doit préexister si on fait des listes européennes. Et pour qu'il préexiste, il faut d'abord qu'il y ait une éducation. Et l'éducation passerait par annoncer les bonnes couleurs. Tu peux présenter ça, Guy? Les principaux partis. Hein. Plus peut-être, enfin, les principaux partis d'abord. Donc là, vous les avez là, hein. Sur le transparent que je vous ai présenté, vous voyez à gauche le nom du parti français et le groupe politique auquel il s'est rallié au centre, au niveau européen, et le nombre d'eurodéputés que cela induit. Voilà. Vous voyez par exemple que la France insoumise, il y a 9 eurodéputés français qui sont dans le groupe La Gauche, dans un groupement européen qui comporte 46 députés. Alors, première observation par rapport à ça, la France a le record de la dispersion des partis. Autrement dit, on a tellement de partis français qui vont rejoindre tellement de partis européens qu'il y a peu de Français partout. Alors que les Allemands, par exemple, sont plus concentrés. Ce qui veut dire que quand on est minoritaire, les Français sont minoritaires, très minoritaires dans les partis européens, donc auront peu d'influence. Alors que les Allemands qui concentrent sur le PPE, par exemple, ou les sociaux et démocrates, vont avoir beaucoup plus d'influence sur chacun des deux partis européens que les Français. Je peux l'illustrer d'ailleurs par un document. Alors, j'ai arrêté le partage. Hein. C'est bien ça? Non, j'ai pas arrêté. Arrêter le partage. Je vais aller chercher un document. Pardon. Je vais aller chercher un document complémentaire qui va vous intéresser, qui illustre tout à fait le propos de Jacques. Là, où est-ce qu'il est? Le document. Voilà. Voilà, et je vais vous le partager. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Vous voyez que l'Allemagne, on est un petit peu la concentration qu'il peut y avoir au niveau des partis les plus importants. Alors, le parti le plus important, c'est le PPE. Vous voyez, les Allemands seront 31 et la France, 8. Voilà. Donc, ça illustre un petit peu ce que disait Jacques. Et à contrario, ben, à Malte, vous avez deux partis. Mais lorsque je suis passé en Belgique, par exemple, le nombre de listes qui étaient affichées sur les panneaux, c'était très réduit. En fait, pour la Belgique, il y avait 3 panneaux, hein, et pas 30 et quelques comme pour nous. Voilà. Je crois que j'ai arrêté le partage là. Hein. Bon, on s'arrête un instant sur la participation, des commentaires, des réactions. C'est factuel. Hein. C'est factuel sur le diagnostic et la solution serait par exemple que nos télévisions transmettent un peu plus d'échanges entre les leaders des grandes listes européennes. Et là, on retombe aussi sur des problèmes de langue. Bon, les résultats. Les résultats. Si on va à l'essentiel, il n'y a pas de changement important. La coalition antérieure de 3 principaux partis est reconduite avec une majorité confortable. C'est essentiellement le PPE, disons les conservateurs, les socialistes et les libéraux. On retrouve ça.
Au passage, il y a un parti qui a été étrillé, c'est les écologistes. Les écologistes ont perdu quand même beaucoup de sièges. Comme Renew, d'ailleurs. Au rôle. Pardon? Je dis Renew, Oui, c'est-à-dire c'est les Renaissance, a libéraux. également perdu de nombreux sièges. C'est les libéraux. Hein. Donc, voilà les principaux constats. Ça ne change pas la coalition. Les tendances. Les tendances, c'est que finalement, les suffrages ont été vers la droite. L'ensemble de l'Union européenne se droitise, mais finalement, l'extrême droite, qui attendait d'avoir des résultats substantiels importants, a vu ses succès limités. Donc, l'extrême droite a progressé, mais d'une façon plus limitée que ce qui était attendu dans les sondages qui ont précédé. Voilà les grands constats. Alors, les évolutions, comment les expliquer? Eh bien, c'est essentiellement le schisme culturel, la montée des extrêmes. On revient toujours sur l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat. Et en France, comme le disait Guy tout à l'heure, l'antimacronisme. Bon, donc là, vous avez eu une sorte de référendum anti-Macron, parce que ce président est considéré comme bavard, arrogant et narcissique. C'est ça. C'est presque plus sa personnalité que sa politique qui a été rejetée lors des votes français. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il l'a interprété, puisque le soir même des élections, il a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, on aura l'occasion de se repencher sur la dissolution de l'Assemblée nationale la prochaine fois ou la fois suivante, à la fois parce que c'est important pour la France, mais aussi la situation politique française est déterminante pour l'ensemble de l'Union européenne, et notamment pour la zone euro. Donc, il va falloir que nous regardions cela d'un peu plus près. Dans le Parlement, ce qu'on a pu voir, c'est aussi un reclassement des extrêmes droites. Un reclassement des extrêmes droites avec tout d'abord un parti, alors, je ne sais pas si Guy a ça, vous avez un parti, le parti d'extrême droite ID. Oui, qu'on voit en bas, on voit en bas à gauche qui a disparu. Alors c'était En bas à droite, pardon. Identité et démocratie, où se trouvait le Rassemblement national, qui a changé de nom et qui est devenu les Patriotes pour l'Europe. Et c'est Viktor Orban qui a créé ce parti, Patriotes pour l'Europe. Alors soyons clairs, Orban a fait une OPA sur ID et donc sur le Rassemblement national. Et Bardella a été renommé président des Patriotes pour l'Europe, c'est-à-dire en fait d'idée qui a changé de sens et qui a trouvé un allié, c'est la Hongrie, enfin le parti politique de Viktor Orban en Hongrie. On y trouve aussi le parti de Babis en Tchéquie, voilà, et qui regroupe, je crois, 84 députés. C'est une tendance plutôt pro-Poutine. Enfin, ils ont ce parti les yeux doux vis-à-vis de la Russie. Vous avez un deuxième parti d'extrême droite, c'est les conservateurs et réformateurs pour l'Europe, où on trouve essentiellement l'Italie, le parti de Mélanie. Et ce deuxième parti d'extrême droite, lui, serait plutôt atlantiste que tourné vers la Russie.
Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Renforcement de la droite d'une façon générale au Parlement européen. Si on extrapole les tendances, c'est tant que les élites vont continuer, le pôle élitaire va continuer à ne pas tenir compte de ce que demande le pôle populaire, eh bien, ces partis de mécontents vont prendre du poids au sein du Parlement européen. Pour l'instant, ça ne compromet pas la coalition de gouvernement, mais ça pourrait le faire aux prochaines élections si les choses continuent comme en ce moment. Le constat qui explique tout ça, c'est en fait la bipolarisation entre partis élitaires et partis populaires qui sont largement analysés par Christophe Guilluy, par exemple, David Goodhart, ou bien Sainte-Marie. Ça, c'est pour des auteurs français, sauf Goodhart, bien sûr, mais ça veut dire que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, et il serait temps que les élites européennes et nationales arrêtent de faire la sourde oreille aux revendications. Nous en arrivons maintenant à la Commission. Sa composition, enfin, alors, les constats qu'on peut faire, c'est tout d'abord ce qui s'est passé pour le commissaire français, Thierry Breton, qui s'est fait sortir, alors qu'il avait été renommé par Macron après les élections européennes. Mais il s'est fait sortir parce que Ursula von der Leyen a expliqué qu'elle ne souhaitait pas sa reconduction compte tenu des rapports très tendus qui existaient entre eux, Breton et elle-même, depuis quelques années. Alors, Macron a accepté le chantage que faisait Ursula. C'était ou bien vous maintenez Thierry Breton, mais avec un portefeuille étriqué, mais un commissaire acceptable, ou bien vous nous envoyez un commissaire acceptable et qui aura un portefeuille important. Macron a choisi d'envoyer Séjourné, l'ancien ministre des Affaires étrangères, à la Commission. Bon, le constat qu'on peut faire, c'est que finalement, la France perd de l'influence dans cette affaire. D'une part, parce que la présidente de la Commission impose sa volonté au président de la France, alors que finalement, si elle est présidente, c'est grâce à Macron, c'est lui qui avait suggéré et appuyé sa candidature en 2019, hein, lorsqu'on cherchait un président. Et ça illustre un petit peu, il n'y a pas de bonne action qui ne soit sévèrement punie. Vous voyez, Ursula n'a pas été reconnaissante à Macron de ce qu'il avait fait en 2019. Donc ça, manifestement, c'est une perte d'influence, et elle a choisi d'intervenir au moment où Macron était en situation difficile, dissolution, perte des législatives, pas de gouvernement en France, depuis plusieurs semaines, il était en position de faiblesse. Bon, donc je termine. L'influence française diminue du fait que la France s'est fait imposer en quelque sorte son commissaire, premier point. Deuxième point, les apparences sont sauves parce que Séjourné devient vice-président alors que Thierry Breton ne l'était pas. Mais ça, c'est une apparence, parce que Séjourné n'aura d'autorité que sur une direction générale, alors que Thierry Breton avait une autorité sur 4 directions générales et qu'il a été un moteur exceptionnel au cours des 5 années écoulées. Hein, Thierry Breton était à l'origine de beaucoup de décisions, de propositions de la Commission européenne qui sont transformées en décisions par la suite.
Et disons Thierry Breton a posé plus de problèmes à sa vice-présidente qui était au-dessus de lui, mais en fait, le véritable moteur, c'était lui. Et c'est pour ça qu'il est devenu d'ailleurs un concurrent d'Ursula, puisqu'il a marché aussi sur les plates-bandes d'Ursula dans cette affaire. Donc, diminution des responsabilités. Et Séjourné a aussi une autorité puisqu'il est vice-président sur 2 commissaires, mais 2 commissaires expérimentés qui sont en place depuis plus de 5 ans. Donc, en fait, et lui-même est relativement jeune. Donc, on revient sur la notion d'expérience dont je parlais au début. Ces gens-là, il ne pourra pas. Comme Vestager n'a pas eu d'influence sur Thierry Breton. Donc, voilà ce que l'on peut dire en termes d'influence. Alors maintenant, il est possible que notre président ait envoyé Séjourné, qui est plus proche de lui, qui permettront à Macron d'avoir des informations sur le fonctionnement interne de la Commission et sur ses intentions, et peut-être d'exercer une influence qu'il ne pouvait pas exercer au travers de Thierry Breton. Mais ça, je ne sais pas, l'histoire nous le dira. Mais même s'il est vice-président, il y a maintenant 6 vice-présidences, alors qu'autrefois il y en avait que 3. Donc ça diminue le poids relatif de chacune d'entre elles. Au départ, Ursula voulait une commission paritaire, autant de femmes que d'hommes. Dans les propositions faites par les différents pays, il n'y avait que 20% de femmes. Donc, là aussi, elle a fait vis-à-vis des pays le même chantage, si je puis dire, que vis-à-vis de Macron, en disant si vous maintenez votre bonhomme, le portefeuille sera plus réduit et l'étendue de votre influence sera réduite aussi. Ce qui fait que finalement, le nombre de femmes dans la commission finale serait de 40%. Donc on n'est pas à 50, mais on est quand même à 40. Ceci étant, il ne faut quand même pas oublier que les femmes jouent un rôle important dans les institutions européennes. La présidente de la commission est quand même une présidente. C'est la première fois depuis longtemps. Au Parlement européen, nous avons aussi une présidente. Et à la Banque centrale européenne, nous avons aussi une présidente. Donc on ne peut pas dire que dans les top jobs, les femmes soient sous-représentées. Elles sont même surreprésentées, en l'occurrence. Donc, premier constat, c'est qu'entre Ursula et les pays, il y a eu des rapports de force, et on s'aperçoit que les grands pays, la France, peut-être aussi l'Allemagne, voient leur poids un peu dilué, leur influence diminuer. Il faut dire aussi que ces 2 pays sont 2 grands problèmes pour l'Union européenne parce que chacun a des problèmes économiques et politiques. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Autre problème sur la structure, il y a, semble-t-il, une structure au contour moins précis que la fois précédente, c'est-à-dire qu'il y a des recoupements, de responsabilités. Ce qui veut dire que pour prendre une décision ou faire une proposition, il faudra que plusieurs commissaires se mettent d'accord les uns avec les autres. Et ceci renforce le pouvoir d'arbitrage d'Ursula. Donc, Ursula, que l'on connaît mieux maintenant dans ses nouvelles responsabilités depuis 2019, semble très directive, semble peu pratiquer la consultation, travaille avec des équipes réduites et a tendance à imposer ses positions. Ça a été le cas, par exemple, en Israël, c'était le cas en Ukraine. Et là, elle a fait une structuration, une organisation à sa main qui va accroître sa capacité d'arbitrage. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Avant d'attaquer le discours d'investiture.
Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? Non? Donc, on va attaquer le discours d'investiture. Alors, Ursula a prononcé ce discours pour être élue par le Parlement européen. Il y aura une deuxième élection, mais après que chacun des candidats commissaires ait été auditionné par la commission adéquate du Parlement européen. Bon, je vous rappelle que la dernière fois, il y a eu des candidats qui ont été écartés, dont la candidate française. Et ensuite, vous aurez une élection de l'ensemble de la commission. Alors, c'est un discours d'investiture, c'est-à-dire que l'objectif de la présidente n'était pas seulement de clarifier l'action de la commission qu'elle va conduire pendant 5 ans, c'était d'être élue. Ce n'était pas une simple formalité. En 2019, elle n'avait eu que 9 voix de majorité. Donc là, il fallait qu'elle en ait un peu plus, et son discours estompe certains angles vifs qui auraient pu mécontenter certains partis politiques. Et elle a réussi, puisqu'elle a été élue avec plus de 400 voix, c'est-à-dire une majorité de 41 voix au-delà de la majorité absolue. Alors, quel est le contenu du discours? Dans un premier temps, elle a fait un survol des 5 dernières années pour rappeler les temps forts. Alors, les temps forts, ça a été la conclusion, la fin du retrait du Brexit, hein, puisque le référendum était de 2016, il a fallu négocier, ces derniers qu'il a fait pendant 4 ans, le départ effectif du Royaume-Uni. Ça a été aussi le Covid, la gestion de la pandémie, avec les masques, les vaccins, etc. L'harmonisation des réglementations des différents pays européens. Ça a été la guerre en Ukraine en 2022, et puis qui se poursuit aujourd'hui. Ça a été aussi Next Generation Union européenne, c'est-à-dire la mise en place d'un plan de relance de l'économie après la pandémie, un plan de relance important, 750 milliards financés en partie par le budget européen et surtout par des emprunts conjoints et européens de 750 milliards. Et a priori, ce financement a du mal à se mettre en place pour des investissements qui ont du mal à se faire en ce moment. Bon, puis d'autre part, l'ancien président du Parlement européen, David Sassoli, qui était un grand Européen, est décédé au cours de cette période. Alors, le nouveau mandat. Alors, tout d'abord, une introduction. Le premier problème, c'était de trouver une majorité pour elle-même et une coalition qui est reconduite. Deuxième question, c'est quel est l'avenir de l'Europe? Dans son discours, deuxième discours de la Sorbonne, Macron avait dit à juste titre que l'Union européenne était mortelle. Eh bien, nous sommes confrontés à ce problème. Parmi les évolutions possibles, il y a la disparition de l'Union européenne. Elle peut disparaître. Elle peut aussi se diluer dans une vaste zone atlantique, hein, ce que les Américains apprécieraient, c'est-à-dire de créer un Occident dont ils seraient les leaders incontestables sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan politique, voire sur le plan culturel. Il y a un risque de dissolution. Et si on continue de leur abandonner notre défense, ce serait un pas important dans cette direction. Et troisièmement, ce serait
une résurrection, voire une constitution d'Europe puissance, le rêve des Français depuis longtemps, que les Français s'efforcent de faire partager aux Allemands. Donc, il va y avoir un choix de trajectoire, d'orientation. Qu'est-ce qu'on veut devenir dans les années qui viennent? Alors, bien sûr, cet horizon, il dépasse les 5 ans, mais les 5 ans vont nous conduire vers une de ces 3 fins. Et d'une façon générale, il faudrait traiter quand même aussi l'anxiété et l'incertitude des populations européennes qui se sont manifestées au cours de ces élections, on l'a vu tout à l'heure. Alors, dans les annonces qui sont faites, il y aura 4 nouveaux portefeuilles parmi les commissaires. Portefeuille du logement, alors que ça ne fait pas partie des attributions de la Commission, disons que c'est dans le domaine partagé. Un portefeuille Méditerranée, un portefeuille élargissement et un portefeuille défense. Donc, ça donne déjà quelques indications sur les priorités, la défense, l'élargissement, le social et le géopolitique proche. Ursula explique aussi que l'Europe doit s'unir pour prendre en main son destin et protéger notre démocratie contre les menaces extérieures, mais aussi intérieures. Alors, il faudra se préoccuper de l'approvisionnement et du prix de l'énergie, dit-elle. Il faudra, ça c'est nouveau, subordonner le pacte vert à la préservation de la compétitivité de l'économie européenne. Ça, c'est un infléchissement par rapport au mandat précédent, où les écolos avaient été très entendus, peut-être même excessivement, et je pense qu'on a entendu les écologistes politiques qui pesaient dans les élections, c'est le cas en Allemagne, beaucoup plus que l'écologie, qui peut être un peu plus rationnelle et, disons, participer à des décisions plus complexes. La fermeture de Fessenheim est un cadeau fait par la France à l'Allemagne, disons, les politiques français aux écologistes allemands. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir Oui. de manière très courte? J'ai assisté ce matin à une présentation d'ArcelorMittal qui présentait ce qu'était ArcelorMittal. Et ils ont mis le doigt sur quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. C'est-à-dire que ArcelorMittal dit, voilà, moi j'ai un plan de conversion pour devenir une industrie décarbonée. Mais je deviendrai une industrie décarbonée en Europe que si l'Europe continue à me soutenir financièrement. Alors c'est le cas pour l'instant, mais c'était le cas de l'engagement du gouvernement français à hauteur de 1 milliard d'euros contre 800 millions d'euros investis par ArcelorMittal. Mais ce que dit ArcelorMittal, dit, moi je ne sais pas ce que le nouveau gouvernement français fera. Est-ce qu'il continuera dans cette voie-là? Et s'il y a de l'incertitude, nous, ArcelorMittal, nous n'aimons pas ça, parce que nous n'avons pas l'assurance que les Chinois ou les Indiens aillent au même rythme que nous pour décarboner notre industrie. Ça veut dire qu'il n'est pas question qu'on devienne les dindons de la farce. Si l'Europe n'est pas capable de faire une barrière douanière, en quelque sorte, par rapport à l'acier qui vient de Chine et d'Inde, eh bien, nous ne jouerons pas le jeu de cette décarbonation de l'économie. Et deuxième chose, c'est il faut bien comprendre que aller dans ce sens-là, c'est induire la création de réacteurs nucléaires pour alimenter cette décarbonation, puisque c'est remplacer le charbon par de l'électricité pour produire du métal. Et donc, il faut une demi-tranche
de centrales nucléaires rien que pour alimenter l'usine de Dunkerque, qui est la principale émettrice de CO2 en France en tout cas. Et ça veut dire qu'il faut que les décisions industrielles soient prises et très vite, puisque, comme le soulignait ArcelorMittal, 2035, c'est demain. Et s'ils n'ont pas ces assurances très vite, donc dans les moins de 2 ans, eh bien ArcelorMittal dit, moi, mes usines, j'irai les mettre en Inde ou en Chine. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer parce que ça a des implications extrêmement fortes au niveau industriel pour l'Europe. Alors, l'indication d'Ursula, hein, c'est le pacte vert doit être subordonné à la compétitivité. Donc, c'est une réponse assez abstraite à ce que tu viens de dire. Ceci étant, Mario Draghi, dans son rapport de 400 pages, dit exactement la même chose. Draghi est quand même un réaliste et il faut abandonner l'écologisme excessif pour faire de l'écologie réaliste. Donc, Draghi va aussi dans le même sens. Ceci étant, on peut s'interroger parce que la commission, la dernière, était quand même anti-nucléaire, notamment lorsqu'il s'est agi de savoir quels investissements pourraient bénéficier de financements privilégiés, le nucléaire était exclu. Et il a fallu se battre. Donc d'abord que la France change de point de vue, puisque la France a quand même fermé Fessenheim. Elle aurait pu très bien ne pas le faire, mais c'était engagé et, bon, et Macron avait dit oui, donc il était jusqu'au bout. La France a changé de point de vue. Elle a découvert a posteriori que le choix qui avait été fait antérieurement par Messmer était le bon, était un choix pertinent, y compris en poursuivant le pacte vert. Et la France a obtenu, grâce notamment à Thierry Breton, que le nucléaire ne soit plus rejeté par la Commission. Ceci étant, quand on regarde la composition de la Commission, un défenseur du nucléaire à grande gueule, Breton, sort et il est remplacé par 2 commissaires anti-nucléaires. Alors, le discours d'investiture va dans le bon sens, celui que tu préconises, qu'Arcelor demande, mais la composition de la commission va dans le sens contraire. Qui va l'emporter? Je ne sais pas. Donc voilà une des grandes interrogations à laquelle on va devoir répondre prochainement. Alors, si on continue dans la présentation d'Ursula, prospérité et compétitivité seront notre première priorité. Prospérité et compétitivité. On voit bien que l'aspect économique dans la compétition mondiale, bon, soyons clairs, si on prend le rapport Draghi, Draghi commence par dire que l'évolution économique de l'Europe n'est pas bonne. C'est ce qui avait été dit par je crois par Benoît tout à l'heure. Hein. L'évolution, nous sommes en retard sur l'évolution globale et sur le PIB par habitant qui ne cesse de régresser en Europe par rapport notamment aux États-Unis, mais aussi par rapport à la Chine. Un des grands problèmes, tous les économistes disent à peu près la même chose. Il faut arrêter, disons, le retard de l'Europe sur ses grands compétiteurs au plan économique. L'un des moyens, c'est aussi de simplifier les procédures, le droit européen qui retardent et compliquent la mise en œuvre des décisions prises. Créer une entreprise, innover
aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile qu'en Europe. Là, il y a un problème très important. Bon, il faut poursuivre le marché unique, parce que les États-Unis, comme la Chine, ont en face d'eux un marché unique, avec la même réglementation partout. Le marché européen est important, il est solvable, mais il reste encore divisé dans certains domaines. Bien sûr, on a créé, Delors a contribué à créer un marché unique, mais pas dans tous les domaines. Il reste encore des différences nationales. Et ces différences nationales sont coûteuses en ce qui concerne l'amortissement des investissements à réaliser et compromettent le niveau d'investissement. Donc, il faut poursuivre le marché unique, notamment sur l'énergie, ce qui nous ramène au problème du nucléaire. Il faut remettre de l'ordre sur l'énergie et faire en sorte qu'il y ait une réponse globale aux besoins de consommation. Il faut créer un marché unique sur les télécommunications, ce qui n'est pas encore le cas, et aussi et surtout sur les services financiers. Vous savez qu'il y a eu un rapprochement des banques en Europe, que toutes les banques sont supervisées maintenant non pas par des autorités nationales, mais par la Banque centrale européenne, mais que les marchés financiers restent essentiellement sous réglementation nationale. Donc, aussi bien Enrico Letta, qui focalise son rapport sur justement l'unicité de tous les marchés européens, et Draghi qui entre dans le détail, notamment des investissements à réaliser, mais pour les réaliser, des financements à mettre en place, parce que pour l'instant, l'épargne européenne, tous les ans, 300 milliards d'épargne européenne partent financer les investissements américains et quittent l'Union européenne sans financer les investissements européens. C'est une monstruosité à laquelle il faut mettre fin le plus vite possible. Donc, si on poursuit les présentations d'Ursula, il faut développer l'innovation. L'un des problèmes, c'est que l'Europe est très en retard sur les Américains et sur les Chinois sur l'innovation. Il ne s'agit pas d'aller emprunter les innovations, mais il faut reprendre les choses là où les techniques là où elles en sont aujourd'hui pour faire progresser. Ce n'est pas impossible. Par exemple, en France, vous avez beaucoup d'ingénieurs qui sont de grands innovateurs. Le problème, c'est qu'ils vont faire fortune dans la Silicon Valley aux États-Unis. Vous avez beaucoup de Français qui sont à l'origine d'innovation américaine parce qu'ils ne trouvent pas les conditions pour investir et réussir économiquement en France, donc en Europe. Innovation et investissement. C'est ce que dit Draghi. Il y a un besoin d'investissement qui est colossal. Il a fixé le montant des investissements qui serait souhaitable en Europe à environ 800 milliards par an pendant plusieurs années, pendant au moins 7 ans. 800 milliards, c'est le montant du plan de relance qui était décidé, proposé par Macron et Merkel, et qui a du mal à être investi aujourd'hui. Donc, ça vous donne tout de suite une idée de l'importance et de la difficulté à réaliser ce montant d'investissement et à le financer. Et bien sûr, non seulement il faut réaliser et le financer, mais il faut amortir des investissements. Cela ne va pas de soi. Regardez par exemple ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur l'industrie automobile. Eh bien, l'industrie automobile, y compris en Allemagne, se dit que devons-nous faire? On est parti pour remplacer les moteurs thermiques par des moteurs électriques d'une façon générale et totale en 2035, et déjà en 2024, la vente de voitures électriques diminue, alors qu'on attendait une croissance qui allait permettre
d'amortir les investissements réalisés. L'industrie automobile européenne est dans une situation délicate, dangereuse, inquiétante. Vous pouvez transposer ce type d'interrogation dans les autres secteurs. Autrement dit, il va falloir que l'Union européenne clarifie ses options et prenne les moyens de protéger les investissements qui sont réalisés par un protectionnisme aux frontières suffisant et par un choix judicieux des investissements qui seront faits. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter puisque l'heure est venue, mais ça donne déjà une idée des premières présentations. Je fais le constat en présentant les choses que Ursula n'a pas très bien structuré sa présentation pour clarifier les choses. Mais pour être réélue, elle avait besoin d'un certain brouillard, voire d'un brouillard certain. Avez-vous quelque chose à dire avant qu'on arrête et que Guy suspende notre séance? Moi, un seul petit point également concernant le départ de Thierry Breton, c'est son opposition marquée aux réseaux sociaux. Et son départ n'est pas un très bon signe face au pouvoir important que représentent comment ça s'appelle, les GAFAM? Les GAFAM. les GAFA, voilà. Hein. Après. Oui, mais l'Europe se plaît à dire que si elle innove pas, elle innove en tout cas dans le domaine de la réglementation pour aller vers une certaine maîtrise, maîtrise, disons limiter les effets négatifs des réseaux sociaux. Il y a des libéraux qui veulent essayer de préserver cette liberté, puis surtout la liberté de faire des profits. Soyons clairs. Benoît? Effectivement. Bon. Merci. Très rapidement, pour faire le lien entre le propos introductif sur les générations et ce qui vient d'être dit sur les réseaux sociaux. Je vous invite à lire l'ouvrage de Michel Desmurger qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ». Je pense que c'est intéressant de le lire parce que ça explique un petit peu les mécanismes qui se passent même au niveau des sécrétions hormonales, avec les impacts que peuvent avoir l'utilisation prolongée des écrans. À mon avis, c'est pas inintéressant. Et puis, on a évoqué la question de l'évaluation des politiques publiques. Alors, je dirais simplement qu'en Europe, on a un pays qui s'appelle la Suède. Hein. Donc, on est d'accord qu'il y a un État démocratique qui n'est pas, comment dire, fermé à toute chose, qui est ouvert à l'innovation. Et donc, en matière d'éducation nationale, ils ont ouvert, on va dire, l'éducation avec les écrans et ils n'ont pas eu non plus de problème à faire marche arrière et en restreignant son utilisation dans le cadre de l'éducation et de l'école. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut méditer, expérimenter bien évidemment, mais évaluer et, si nécessaire, abandonner. Ça doit faire partie des options. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter dans le sens où on sait qu'une expérimentation peut échouer. Et ça, je pense que pour les enfants et les générations futures, il n'y a aucun souci à s'interdire de revenir en arrière sur une utilisation des écrans qui n'est pas bonne pour leur santé. Oui, on est d'accord, le numérique n'est pas un sacré de substitution. Il Voilà. ne doit pas l'être. Tout à fait. C'est un outil et il doit rester un outil. Oui.